Littéralement sidérés par leur histoire personnelle, ils ont décidé de rebondir devant l'adversité et de donner un coup d'espoir phénoménal à l'avenir. Faire avancer la recherche de 10 ans, ce n'est pas rien. Faisons équipe avec les chercheurs qui prennent la balle au bond avec une énergie tout aussi renversante. Ils mettent sur pied un projet dont les retombées vont changer la recherche sur les maladies rares. Ludivine et Romain, c'est à vous. Bonjour à tous. Romain et moi tenons à remercier chaleureusement la VSM d'avoir choisi de mettre notre projet à l'honneur en ce jour d'anniversaire. Alors, pourquoi sommes-nous ici ce jour? Eh bien, nous sommes ici grâce à notre fils Aurélien. Donc, notre fils est né en septembre 2015 et 7 jours après sa naissance, lors d'une visite de routine chez la pédiatre, celle-ci m'annonce qu'elle suspecte une anomalie des tissus conjonctifs. À ce moment-là commence pour nous une odyssée diagnostique de 11 mois, à l'issue de laquelle nous apprendrons, via un test génétique, que notre fils est atteint du syndrome de Marfan. Alors, le syndrome de Marfan, la plupart des gens ici le connaissent mieux que nous, mais je rappelle quand même que c'est une anomalie des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs se trouvent un peu partout dans notre organisme, donc... Pardon, excusez-moi. Ça va mieux? Oui. Ok, merci. Donc, ils se trouvent un peu partout dans notre organisme, et donc, ce sont des atteintes plurysystémiques. Ça atteint plusieurs systèmes. Donc, ça peut atteindre les yeux, l'appareil musculo-squelettique, il peut y avoir des atteintes pulmonaires, et l'atteinte la plus grave, Julie Debacker l'a très bien expliqué, c'est l'atteinte au cœur et à l'aorte. Alors, la prévalence de cette maladie, c'est de l'ordre d'une personne sur 5000. Donc, il y aurait environ 2200 personnes atteintes en Belgique et près de 150 000 en Europe. C'est une maladie qui est assez sous-diagnostiquée. Pourquoi? Parce que comme la variabilité est énorme, eh bien, il y a des gens qui sont malades et qui n'en ont pas conscience. Alors, dans 70% des cas, c'est une maladie qui se transmet de manière héréditaire, c'est-à-dire un des deux parents est atteint et l'enfant est également atteint du syndrome de Marfan. Et dans 30% des cas, c'est une mutation spontanée, donc ce qu'on appelle une mutation de novo. Et aucun des parents n'est atteint, mais l'enfant est bien atteint du syndrome de Marfan, comme c'est le cas pour notre fils Aurélien. Alors, comme je l'ai dit, certaines personnes atteintes par ce syndrome présentent très peu d'atteintes, mais il y en a d'autres à l'autre extrémité du spectre, qu'on appelle même parfois des Marfan early onset, donc à déclenchement rapide, donc chez lesquels on détecte la maladie, parfois même à la naissance. Et entre ces deux extrêmes, eh bien, on retrouve la majorité des patients atteints du syndrome de Marfan, qui représentent des difficultés parfois quotidiennes par rapport à la maladie. Alors, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, ce qui nous a donné envie d'en savoir plus à Romain et moi, c'est qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, eh bien, la cause de cette grande variabilité des atteintes et de leur intensité n'est pas encore bien comprise par les scientifiques. Alors, à l'annonce du diagnostic de notre fils, nous étions évidemment tout à fait bouleversés et nous avons eu la grande chance de pouvoir venir parler à la BSM. Donc, nous avons été très chaleureusement accueillis à l'époque par Yvonne et par Véronique Grins, qui était la présidente à l'époque. Et donc, c'est aujourd'hui les 20 ans de la BSM, et c'est une association qui soutient les patients et leurs familles et finance la recherche depuis près de 20 ans, comme on l'a expliqué précédemment. Mais d'un point de vue personnel, je voudrais dire que pour des parents qui sont complètement perdus parce qu'on vient de leur annoncer que leur enfant a une maladie, ils ne savent même pas ce qu'on savait même pas ce que c'était les tissus conjonctifs, nous, ça fait vraiment du bien de pouvoir parler et partager avec des gens qui ont une expérience dans ce domaine et qui sont des parents comme nous et donc qui nous ont accueillis avec beaucoup d'humanité. Alors, on a eu la chance aussi de rencontrer assez tôt l'association française du syndrome de Marfan. Donc ça, c'est aussi des gens très importants pour nous. C'est chez eux qu'on a fait lors de leur conférence scientifique. Il y a 2 ans, c'est chez eux qu'on a donné notre première conférence, Romain et moi. Mais c'est aussi une association très importante parce qu'elle finance en grande partie une base de données fondamentale qui s'appelle la base de données UMDB-FBNA. Donc c'est une base de données qui est disponible en accès libre sur Internet
et qui recense plus de 3000 mutations du gène FBN1. Donc en rentrant de l'hôpital, Aurélien avait été diagnostiqué, il avait 11 mois, et Romain se met sur l'ordinateur et il google le nom de la mutation de notre fils, et sur cette base de données UMDB-FBN1, il retrouve un autre enfant à Gand qui avait la même mutation, et il voit que c'est recensé dans la littérature scientifique, et donc on se retrouve avec des tonnes de questions, et on retourne chez le généticien qui nous suit depuis qu'Aurélien a 2 semaines, et qui nous avait annoncé, avec beaucoup de psychologie d'ailleurs, le diagnostic d'Aurélien, qui nous avait donné le nom de sa mutation exacte, et on a commencé à lui poser des milliers de questions sur la maladie, sur la variabilité, sur ses bases de données, sur où en est la génétique aujourd'hui, et il a, avec énormément de patience, répondu à toutes nos questions, et c'est ainsi qu'on a compris progressivement que nous pouvions peut-être essayer de faire quelque chose pour aider notre fils, ainsi que les autres enfants atteints de maladie rare. Alors, c'était pas du tout gagné, parce que Ludivine et moi, nous sommes juristes, donc nous sommes très 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 loin de la biologie et du discours scientifique. Donc on avait énormément à apprendre, et donc avec l'aide du professeur Smith, on a découvert l'existence de ce qu'on appelle la génomique. Alors, pour comprendre la génomique, il faut revenir à comprendre que nos cellules, dans le noyau de nos cellules, on retrouve l'ensemble de l'information. L'ensemble de l'information qui permet l'ensemble de l'information génétique. On se retrouve avec 23 paires de chromosomes. Sur ces 23 paires, on retrouve plus de 20 000 gènes, et on comprend que pour le syndrome de Marfan, on est face à une atteinte du gène FBN1 qui se situe sur le chromosome 15 et qui est codant pour la fibrilline 1. Alors, on découvre l'existence de l'ADN et de l'ARN, donc on commence à comprendre qu'il y a une partie qui recense l'entièreté de l'information et une partie qui est l'ARN, qui est ce qu'on appelle la partie codante, la partie qui permet de produire des protéines. Alors, on se retrouve avec une situation dans laquelle on a l'ensemble du génome, qui est l'ensemble de l'information génomique, et la partie codante, qui reprend la somme de l'ARN. Et cette partie codante représente uniquement 3% du génome. On comprend aussi assez rapidement, et c'est lié à des conditions dans lesquelles le diagnostic d'Aurélien a été posé, on comprend qu'il y a différentes approches dans l'analyse génétique qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a l'approche qu'on va appeler traditionnelle, qui est l'étude d'un gène ou l'étude d'un panel de gènes, qui est l'approche, on va dire, vraiment traditionnelle. Et grâce à l'émergence des séquenceurs de nouvelle génération, dont vous avez déjà entendu parler, on arrive à une situation où on peut non seulement avoir accès à l'ensemble de l'information liée à un gène ou un panel de gènes, mais en fait à l'ensemble de l'information codante, c'est ce qu'on appelle à l'ensemble de l'exome, et ce qu'on appelle un whole exome sequencing. Ensuite, on a une autre technologie qui est aujourd'hui disponible, qui est le whole genome sequencing. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ratisse large, on prend l'ensemble de l'information génomique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de ces technologies-là? C'est parce que le coût de ces technologies est en train de descendre drastiquement. À l'origine, le premier séquençage du génome complet avait un prix absolument délirant. Aujourd'hui, on parle d'un prix de l'ordre de 2 000 €. Et ce matin encore, on m'a parlé d'une offre à moins de 300 €. Donc, le prix devient de plus en plus raisonnable, il devient de plus en plus intéressant de passer au séquençage. Alors aujourd'hui, il y a une firme qui est un petit peu le leader du marché dans la question du séquençage, qui est la firme Illumina. Et cette firme Illumina a un motto que nous on aime beaucoup, ça s'appelle « Unlocking the Power of the Genome ». Et pourquoi est-ce que c'est important de libérer le pouvoir du génome? Eh bien, c'est important parce que chaque génome séquencé, chaque génome partagé, caractérisé phénotypiquement, c'est un petit peu comme une pierre de rosette qui permet d'interpréter et de comprendre ce à quoi correspond dans le génome humain la traduction phénotypique de ces variations. Alors pourquoi c'est important aussi? C'est pour comprendre la somme des interactions entre les gènes. C'est important pour dessiner la carte du génome humain, pour voir dans quelle direction on peut aller avant de tenter des aventures un petit peu ambitieuses. C'est la connaissance du génome, la connaissance fine du génome et l'interaction entre les gènes qui permettra vraiment d'accéder à la médecine personnalisée dont on vient encore de parler. Alors, au cours de nos recherches liées à la compréhension de ce qui arrive à notre petit garçon,
on est tombé sur cette étude qui est le Resilience Project. Et dans cette étude, un groupe de chercheurs a décidé de réanalyser 500 000 données génétiques. Un petit peu comme ça au hasard. Et en réanalysant ces données, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte que dans ce panel de 500 000 données, on retrouvait 13 personnes. 13 personnes qui présentaient des mutations qui étaient catégorisées comme étant pathogéniques à l'origine de maladies graves qui se déclenchent durant l'enfance. Et visiblement, ces personnes avaient atteint l'âge adulte, étaient dans une base de données de contrôle, et elles ne présentaient pas cette maladie. On était donc là face à des personnes qui, bien que porteurs d'une mutation déterminée comme étant pathogénique et à la cause d'une maladie, ne présentaient pas les signes de la maladie. Alors là, pour nous, c'était très difficile à comprendre, et là, on nous expliquait l'impact de ce qu'on appelle les gènes modificateurs. C'est des gènes qui soit protègent contre l'action du délétère d'une autre gène, ou amplifient l'action délétère d'un gène. Donc c'est des gènes hypostatiques ou épistatiques. Nous allons encore parler en quelques minutes. Pratiquement en un moment, on est tombé sur une interview du professeur Holtitz, qui était paru dans le journal Marfan Foundation américain, et dans lequel le professeur Holtitz explique « Eh bien oui, ça serait intéressant de comprendre ce qui se passe au sein du génome humain, ce qui explique l'extrême variabilité des atteintes même au sein d'une même famille, et si on arrive à la comprendre, si on arrive à comprendre comment la nature fonctionne, on pourrait tenter de mettre au point des médicaments qui répliquent ces effets protecteurs. » Et là on se dit « Ah, c'est super, c'est très bien, ça va avancer, on a un espoir pour notre petit garçon. » Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que l'outil dont les chercheurs ont besoin n'est pas disponible. Un outil qui permet de mener cette recherche, un outil qui lutte contre les silos, qui permet la mise en commun des données pour découvrir l'information cherchée n'est pas disponible. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans l'aventure de la Fondation Sans Génome. Voilà, donc concrètement, quel est l'objectif de notre fondation? Bien, on l'a dit, on veut faire avancer la recherche de 10 ans. Comment? En créant une base de données qui n'existe pas à l'heure actuelle et qui permettrait aux chercheurs de mieux comprendre le génome pour mieux soigner les maladies rares. Alors, pourquoi cette plateforme n'existe pas encore? Eh bien, ce n'était pas possible avant, mais on en a parlé. Grâce à la révolution génomique et bioinformatique, eh bien, aujourd'hui, on peut espérer faire vraiment des avancées extraordinaires dans ce domaine. Donc, concrètement, on va mettre à la disposition des scientifiques une plateforme bioinformatique qui croise les données génomiques complètes, donc la cartographie génétique complète d'un individu, et les données phénotypiques complètes, donc son dossier médical complet. Et le but, en croisant ces deux données fondamentales, c'est d'arriver à identifier d'éventuels gènes modificateurs qui protègent contre les atteintes causées par les maladies rares. Et on espère, c'est notre rêve, qu'une telle découverte pourrait permettre la mise au point de nouveaux traitements qui reproduisent ces effets protecteurs. Alors, vous l'aurez compris, le projet pilote de notre fondation, c'est le projet Sans Génome Marfan. Il est dédié au syndrome de Marfan. Il part sur une cohorte de départ de 101 patients, mais qui est possible qu'on peut étendre si on a plus de mutations intéressantes à étudier. Et il peut également être étendu à d'autres maladies rares. Alors une fois que la plateforme est en place, eh bien, elle peut être réplicable pour d'autres maladies. Alors je vous présente les membres de notre comité scientifique, enfin une partie des membres de notre comité scientifique. Donc, je vais commencer en haut à gauche, Jules Debacker, que vous connaissez déjà, et Bart Lewis, que vous allez entendre dans 5 minutes, des grands spécialistes du syndrome de Marfan qui co-président tous les deux notre comité scientifique. Ensuite, nous avons Guillaume Smith, notre généticien qui est spécialisé en génomique. Et vous avez déjà eu la chance d'entendre Anne de Pape, qui est prorectrice de l'université de Gand et qui est à l'origine des critères de Gand, donc qui sont les critères qu'on utilise pour déterminer en examinant physiquement une personne si elle est atteinte du syndrome de Marfan ou pas. Et nous avons la chance aussi d'avoir avec nous deux éminents professeurs français, les professeurs Guillaume Londeau et Catherine Boileau de l'hôpital Bichat à Paris. Alors, aujourd'hui, c'est une journée assez chargée parce qu'avant de vous retrouver, on a justement eu la 4e réunion de notre comité scientifique, auquel la plupart des gens qui étaient sur ce slide n'ont pas participé.
C'était une fois de plus un atelier très intense et riche d'énormément d'informations. Et donc ici, le point commun de toute une partie des membres de notre comité scientifique, c'est qu'ils font partie de ce qu'on appelle le VACERN. Le VACERN, c'est quoi? Le VACERN, c'est un des réseaux européens qui a été mis en place pour partager l'expertise des chercheurs à travers l'Europe au sujet des maladies rares. C'est une initiative extrêmement importante parce qu'elle permet d'aider au diagnostic et à la recherche et au partage du savoir partout à travers l'Europe. Alors, pour notre projet, le VACERN a vraiment joué un rôle, on va dire, d'incubateur, en ce qui a permis la mise en commun. On pouvait s'appuyer sur un savoir de centre expertise qui était dès le départ partant dans notre initiative, mais on a pu ensuite s'appuyer sur l'expertise au niveau européen, sur le partage d'informations, et ce qui a permis de mettre en place une méthodologie, une approche pour lancer l'étude de la recherche des modificateurs qui pourra être menée à partir de la plateforme que nous développons. Alors cette étude, c'est un des premiers projets du comité scientifique de la Fondation Sans Génome, et c'est une étude qui s'appelle GEMS, pour Genome Wide Epistasis for Cardiovascular Cellularity in Marfan Study. Et donc c'est vraiment l'étude, on part à la recherche, en quête des modificateurs dont on souhaite pouvoir répliquer les effets. Alors grâce au réseau européen et au contact des membres de notre comité, on a réussi à déjà aujourd'hui détecter 2 grandes mutations sur lesquelles on va focaliser nos efforts, et le professeur Marc-Louis nous en parlera beaucoup mieux que moi dans quelques minutes. Alors, ce projet GEMS a reçu bien sûr l'aval de la Fondation, mais aussi l'aval de toute une série d'associations de patients européennes. Donc on a une lettre de support qui a été, pour ce projet, qui a été signée par l'association française, évidemment, l'association belge, bien sûr, l'association luxembourgeoise, les luxembourgeois sont ici avec nous aujourd'hui aussi, merci à eux, le Marfan Network européen, le Contact Group aux Pays-Bas, et le groupe Marfan en Autriche, et alors Bienzweifel en Belgique aussi. Alors, aujourd'hui, ce sera aussi l'occasion, puisque les représentants, les présidents de ces associations sont présentes, nous allons signer un peu plus tard, tout à l'heure, en galerie, une déclaration de coopération de ces différentes associations à notre projet, et on espère que ça nous permettra d'aller encore plus loin avec eux. Alors, grâce au VACERN, on a aussi réussi à faire en sorte que le projet de la Fondation Sans Génome soit affilié à un projet d'une toute autre ampleur, qui est un projet d'envergure nationale, qui est le fameux 100 000 génomes projet anglais. Et on est absolument ravis que notre projet soit affilié à ce projet anglais. Voilà, donc on se rend bien compte que notre projet, qui est limité à 101 génomes, n'est qu'une étincelle par rapport notamment aux 100 000 génomes projets anglais dont vient de parler Romain, mais on aimerait que cette étincelle, elle s'embrase. Donc pour le moment, elle a commencé sur le syndrome de Marfan, mais elle peut se propager à d'autres maladies rares. C'est une étincelle qui est annoncée par les patients. Alors je pense que les patients ont vraiment un rôle à jouer pour aider la recherche et la médecine à avancer. Et notre seule ambition, c'est vraiment de mettre à la disposition de la communauté scientifique ces données génomiques et phénotypiques dont elle a besoin pour mieux comprendre les maladies rares. Et évidemment, notre rêve, c'est que cette mise à disposition permette d'arriver à de nouveaux traitements qui pourraient améliorer la vie de nos enfants. Alors ça, c'est l'entièreté de notre projet. On a commencé en 2017, en novembre 2017, en 2018. Grâce à vous tous, grâce à vos dons, grâce à votre soutien, aujourd'hui on a rassemblé près de 500 000 €. Donc on est vraiment prêt à aller avant, on veut aller vite. Dans ce projet, on va faire juste une petite cartographie de l'état des lieux, la situation, où est-ce qu'on en est maintenant. On a bien sûr l'axe central avec les patients, les associations de patients qui nous soutiennent, elles sont là. On a l'appui du réseau européen, du VACERN, avec le professeur Guillaume Jourdaud, on vous retrouvez là au centre. On a tout ce que Gilles Debacker a nous expliqué sur les données phénotypiques, sur la collecte des données, avec qui est vraiment mené dans cette dimension-là par le professeur Debacker. On a un projet que nous, on adore, qui est mené par quelqu'un qui s'appelle Grégoire Vie, que les gens
qui connaissent bien la MSN, connaissent depuis longtemps, qui est là. On est impatient de vous en parler, mais c'est trop tôt, mais c'est vraiment très enthousiasmant. On a un projet qui a vraiment accompagné la naissance de la mise en place de la fondation, qui est un projet qui est mené par le professeur Guillaume Smith, qui est un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre d'accélérer et de permettre de mettre en place une aide au diagnostic du syndrome de l'enfant. On a une présentation magnifique ce matin, je pense que vous allez la voir aussi dans quelques minutes. Et alors on a ce projet dont je vous ai parlé qui est terriblement ambitieux, qu'on essaie de mettre en place maintenant, et qui est mené par le professeur Bart Lewis, qui est ce fameux projet James. Et je vais appeler maintenant le professeur Bart Lewis. À bientôt.